La démocratie avait eu beaucoup de peine à franchir le seuil qui séparait la démocratie politique, proprement dite, au XIXe siècle, de la démocratie économique et sociale, au XXe siècle. Mais on pouvait penser, après la Deuxième Guerre mondiale, après le programme du Conseil national de la résistance, que c'était chose faite et que la politique économique, avec les moyens dont disposait l'État, un État stratège, avec la sécurité sociale, avec un cadre de raisonnement qui avait été rafraîchi par les idées keynésiennes, permettait en effet de faire prendre en compte par l'économie un certain nombre d'exigences sociales, de solidarité, de plein emploi. Je pense que ce système s'est détraqué peu à peu. À partir du milieu des années 1970, l'instauration de change flottant, le système monétaire européen qui se révèle avoir été l'ancêtre de la monnaie unique, en tout cas le SAS qui y conduit. Et à partir du moment où notre pays a abandonné la souveraineté monétaire, une mécanique insidieuse s'est mise en marche qui devait aboutir à ce que les prérogatives du Parlement en matière budgétaire soient mises en cause. C'est ce qui se produit insidieusement depuis Maastricht, c'est la fameuse règle des 3%. On pouvait quand même la justifier d'une certaine manière. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre constamment en déficit, mais maintenant nous sommes enserrés dans un carcan de procédures européennes, six-pack, two-pack, où, dans le cadre d'un traité, le TSCG, dans des procédures qui font que le Parlement va voter un budget, mais un budget qui aura reçu le satisfecit préalable du commissaire européen à l'économie, M. Olli Rehn, et de la Commission, plus généralement, de la Commission européenne. Donc, ce n'est qu'un premier pas, parce que la logique même d'une union monétaire imparfaite, comme ce qu'on appelle l'Euroland, c'est de conduire à une polarisation de la richesse à un extrême et à l'autre extrême, à un sous-développement qui aboutit à la création d'un grand Mezzogiorno. Est-ce que c'est l'avenir de l'Europe? C'est une question qui mérite d'être posée. Est-ce que l'Europe du Sud, dans laquelle il faut mettre la France, est vouée à une espèce de paupérisation continue, tandis que l'Europe du Nord concentrerait les grandes entreprises, la richesse, la recherche? Est-ce que c'est là l'avenir auquel nous sommes promis? Est-ce que on peut échapper à cette situation? Quelle est désormais la marge de manœuvre pour la démocratie? Comment les citoyens peuvent-ils faire prendre en compte leurs aspirations? Est-ce qu'ils doivent se résigner à un taux de chômage de 12,1% en moyenne dans l'Union européenne et de 27% en Grèce ou en Espagne? Est-ce qu'aujourd'hui l'État a encore les moyens d'être un État stratège? Est-ce que la réduction des déficits publics, ne va pas entraîner une remise en cause d'un certain nombre d'acquis sociaux à travers la réduction des dépenses de l'assurance maladie,
la mise en cause de la politique familiale, la soumission du régime des retraites à des contraintes financières qui aboutiront non seulement à reculer l'âge de départ à la retraite, mais aussi à réduire le pouvoir d'achat des retraités. C'est presque l'évidence. Autrement dit, y a-t-il encore possibilité de faire un choix en Europe qui serait un choix pour la croissance et l'emploi? Comment l'Europe peut-elle redevenir compétitive avec une monnaie qui est la plus surévaluée du monde? Est-ce que nous ne nous battons pas avec les deux mains attachées dans le dos, nous Européens, par rapport aux autres monnaies, le dollar et le yuan, la livre, le yen, le franc suisse, etc., etc. Je pense que le Parlement européen n'a pas les compétences qui lui permettraient d'entraîner quelque avancée sociale que ce soit. Le Parlement européen a des compétences définies, même s'il peut voter des résolutions sur tous les sujets. Il embraye sur le budget européen et sur les compétences qui sont laissées à la Commission européenne. Pour le reste, il a un pouvoir de codécision, il n'a ni pouvoir d'initiative ni pouvoir d'amendement. Selon le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, il n'est d'ailleurs pas un parlement. Il juxtapose la représentation d'une trentaine de peuples en Europe, puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Je reprends les attendus des juges de Karlsruhe. Donc, comment peut-on retrouver un sentier de croissance en Europe qui est d'abord des facteurs objectifs, il faut le dire, c'est-à-dire le déclin démographique qui ne sont pas favorables. Mais en même temps, si l'Europe pouvait redevenir plus compétitive, en tout cas si les pays de l'Europe du Sud retrouvaient des conditions de compétitivité correctes, il est évident que leur potentiel de production aujourd'hui est tout à fait sous-utilisé, non seulement à cause du chômage, même je dirais, les installations industrielles ne sont utilisées qu'à 75-80% de leur capacité, peut-être même moins. Et ces pays investissent très peu, ne préparent pas leur avenir, et on peut se poser la question de savoir si effectivement c'est un avenir que les peuples peuvent accepter. Ce que je crois être une erreur fondamentale, c'est le choix d'une monnaie unique qui juxtapose des économies très hétérogènes, entre lesquelles les facteurs de production ne peuvent pas circuler facilement, que ce soit le capital ou le travail, et on voit bien qu'ils ne circulent pas. Et puis d'autre part, ces pays ne sont pas du tout prêts mentalement à accepter les énormes transferts que supposerait une fédération. Les régions riches, ou enfin relativement riches, en Europe ne sont pas du tout prêts à sacrifier les 10% de PNB annuel qui permettraient à une fédération de mériter ce don, c'est-à-dire un certain équilibre des prestations, des niveaux de vie, des niveaux de retraite, des niveaux de protection sociale, de la qualité du service public. Je pense que l'hétérogénéité de l'Europe est une réalité. On peut la regretter, mais on ne peut pas y remédier. Je dirais sans l'acquiescement profond des peuples. Cet acquiescement n'est pas du tout au rendez-vous. Et j'ajoute que la diversité même des systèmes sociaux entre différents pays d'Europe fait que un économiste dont le nom m'échappe, un économiste connu, explique qu'il est même impraticable de réaliser la fusion des différents systèmes sociaux, tant ils sont hétérogènes. En France, vous avez, comment s'appelle-t-il ? Bruno Amable. Amable, voilà, Bruno Amable. Donc voilà, c'est Bruno Amable qui a expliqué ça. Vous avez en France des systèmes qui sont très différents. Vous avez des régimes spéciaux, vous avez
des régimes complémentaires, ailleurs il y a des fonds de pension, tout ça est d'une grande complexité. Comment et les niveaux par exemple, si je prends le SMIC il varie de 1 à 10 entre la France et la Roumanie, ou la France et la Bulgarie. Donc voilà, on est dans une situation où il faudrait restaurer des mécanismes d'ajustement souples, car la déflation interne à laquelle il est procédé est très douloureuse. Et des mécanismes d'ajustement monétaire plus souples, dans le cadre d'une monnaie commune qui avait été évoquée, car au moment du plan Werner, début des années 70, ou même encore en 1989, quand le choix était fait de la monnaie unique, il y avait des gens qui préconisaient une monnaie commune. Les Anglais, et en France, Bérégovoy, Balladur, moi-même, à l'époque, nous nous sommes prononcés pour une monnaie commune, plutôt que pour une monnaie unique. Il est évident qu'on ne peut pas y revenir sans l'accord de l'Allemagne. Mais est-ce que l'Allemagne va accepter de payer indéfiniment pour maintenir la fiction qu'est l'euro monnaie unique? Un économiste allemand, Hans Werner Sinn, a calculé le montant des engagements allemands par rapport au PNB allemand, c'est 30%. Je dis bien des engagements. Il faut ajouter les aides à la Grèce, le Fonds européen de solidarité financière, le mécanisme européen de solidarité, et puis les mécanismes internes de la Banque centrale, qui sont complexes, mais que je ne vais pas vous décrire, mais qui font qu'il y a des transferts de capitaux qui s'opèrent de banque centrale à banque centrale, et qu'en réalité, il y a là des flux importants, mais dont l'importance est souvent méconnue, qui équilibre le système de la monnaie unique. Mais est-ce que ça peut durer toujours? Moi, ma thèse, mais je ne demande qu'à être démenti. Ma thèse est que ce système, à terme, n'est pas viable. Bien sûr, on pourrait espérer que l'Allemagne joue le rôle de locomotive. Elle le fera un peu avec le SMIC, quand elle l'aura instauré en 2016. Et ce sera insuffisant. On pourrait imaginer que la Banque centrale injecte à nouveau des crédits dans les banques européennes, ou même rachète directement des fonds souverains. Je dirais que ni l'hypothèse de l'injection de crédit, ni l'hypothèse du rachat de fonds souverains ou de titres de dette publique sont aujourd'hui d'actualité, et les Allemands sont très hostiles. Donc je pense qu'on arrivera à poser la question de savoir quel est le système qui permettrait d'avancer. On a longtemps évoqué une Europe en cercle concentrique dont la zone euro serait le centre. Est-ce qu'il est raisonnable au fond de couper l'Europe en plusieurs parties, de faire de la Manche un fossé définitif entre la Grande-Bretagne et le reste de l'Europe? Est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer un système monétaire européen, revu et corriger la Russie, le rouble, peut-être certains pays riverains de la Méditerranée, la Turquie, certains pays du Maghreb? On peut se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas reposer la question de l'organisation de l'Europe sous un autre jour. Moi, je ne crois pas beaucoup à la possibilité de changer quelque chose par le biais des élections européennes. Non, voilà, je le dis très franchement. Je pense que ces élections sont des élections pour rire. Bien sûr, ça mesure le niveau d'influence. Chaque parti raisonne national, raisonne rarement européen. Et de toute façon, les préconisations pertinentes qui pourraient être faites ne mettent pas en jeu les compétences du Parlement européen, mais celles des gouvernements européens et de la machine européenne dans son ensemble. Institutions, Conseil européen, etc. Je pense que les blocages européens sont évidents. L'Europe est
un grand corps impotent doté d'institutions qui ne marchent pas. La commission à 28 avec un commissaire représentant chaque pays, c'est la mort de la commission. Le Conseil européen est l'institution qui marche le moins mal parce qu'il y a quand même une légitimité, celle des gouvernements européens qui y sont représentés, mais on voit bien que une Europe où le Conseil européen pèse de plus en plus son poids est une Europe à géométrie variable, une Europe à plusieurs vitesses, une Europe avec des coopérations renforcées, mais où certains pays qui ne veulent pas avancer se mettent en marge. D'ailleurs, quoi de plus démocratique? Je dirais, la démocratie vit dans les nations, et si on veut faire une Europe démocratique, il faut avancer sur les grands sujets, avec les pays qui le veulent, mais sur les grands sujets. Les grands sujets, c'est quoi? C'est le cadrage macroéconomique, et en particulier le cours de la monnaie, c'est l'industrie, c'est l'énergie, c'est la défense, la politique extérieure. J'ai pratiquement terminé. Et si vous voulez absolument réglementer la couleur des bérets ou la teneur du chocolat en cacao, oui, on peut, mais ça c'est un exercice vain. Enfin, en tout cas, on peut admettre qu'une certaine normalisation est souhaitable, mais il n'y a pas besoin de passer par une fédération. On peut très bien mettre sur pied une commission technique avec tous les gouvernements européens représentés pour définir un système de normes que les industries acceptent. Mais je vous donne raison à tel point que j'ai proposé qu'on revienne à la forme de l'Assemblée de Strasbourg, où le Parlement européen est en fait constitué de délégations des parlements nationaux. Ça crée une liaison directe avec les parlements nationaux, qui sont le lieu de la souveraineté, le lieu où les citoyens acceptent que soit le pouvoir qu'ils délèguent à travers leurs députés. Et si nous avions un Parlement européen qui soit composé à la proportionnelle de la population de chaque pays, mais avec des parlementaires issus des parlements nationaux à la proportionnelle, on aurait une assemblée qui serait autrement plus représentative que l'actuelle. Aujourd'hui, personne ne connaît ce député européen. Donc, ce serait certainement une manière d'associer les opinions nationales à l'évolution de la chose européenne. Car je ne suis pas hostile à ce qu'il y ait des institutions européennes. Je garderai le Conseil, je transformerai le Parlement pour aller dans le sens d'une représentation des parlements nationaux, et s'agissant de la Commission, je la réduirai à peu de choses pour en faire une instance essentiellement administrative destinée à préparer les conseils, à veiller à l'exécution des décisions prises par le Conseil, et pour le reste, j'en finirai avec l'idée que la Commission serait, paraît-il, gardienne de l'intérêt général ou du respect des traités. Ce n'est pas son rôle. On pourrait imaginer qu'une cour de justice veille au respect des traités et que, s'agissant de l'intérêt général, ça redevienne affaire des citoyens, ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Oui, ce serait souhaitable. Par exemple, M. Le Drian est venu ce matin dans les commissions compétentes de l'Assemblée et du Sénat pour exposer ce qu'il attendait du sommet européen consacré à la défense européenne. Alors, on aurait pu imaginer qu'ils reçoivent un mandat clair, mais je dirais qu'on lui a posé des questions, il a répondu, aussi bien qu'il le pouvait d'ailleurs, mais on ne sait pas comment tout ça va évoluer, ça dépend de beaucoup de gens. Comment peut-on imaginer que 27 ou 28 parlements fixent des mandats clairs? C'est quand même pas très facile. Je pense qu'à partir du moment où le ministre dit voilà mon programme, voilà l'orientation, qui sera la mienne dans ce Conseil européen, le Parlement est informé et à la limite, la Commission peut se voir reconnaître un pouvoir par leur d'opposition si elle le juge, mais en général ce n'est pas.
serait démocratique. Et on peut certainement faire beaucoup d'avancées dans ce sens. Est-ce qu'on peut aboutir à lier complètement le président de la République ou nos ministres? Ça restreindrait beaucoup les marges de négociation, il faut bien le voir. Mais la vraie question, c'est quelle Europe voulons-nous faire? Est-ce que vous seriez favorable, si une proposition arrivait sur la table, au référendum en France, je ne parle même pas de niveau européen, mais en France, au référendum d'initiative citoyenne? Un véritable, non pas partagé avec le Parlement. Sur quel sujet? N'importe quel sujet. Si par exemple 10% des électeurs français pétitionnent pour demander à ce qu'un sujet soit apporté au référendum. Joker.